Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler du 11e numéro d'Instant de Belgitude qui va parler de est-ce que le roi Léopold II et la Belgique ont-ils commis des crimes au Congo? Alors, comme introduction, je vais tout d'abord vous déconstruire le narratif gauchiste au sujet de cette période de l'histoire de nos deux patries, comme je l'ai fait dans l'Instant de Belgitude numéro 4, avec le roi Léopold III et la Seconde Guerre mondiale en Belgique. Car, que les gauchistes le veuillent ou non, le roi de Belgique est un symbole d'unité. Les premiers colonisateurs du Congo étaient portugais. C'est en 1482 que Diago Cao, un explorateur portugais, découvrit le Congo. Duarte Lopez, qui fut un explorateur et un marchand portugais, a été voir le pape Sixte V, et c'est en 1617 que J.B. Vives, qui était l'ambassadeur du roi du Congo, allait voir le roi d'Éthiopie pour avoir un accès par le Congo pour l'Éthiopie. Le Congo voulait faire une nouvelle croisade contre les Turcs, que cela soit en Europe ou en Afrique, avec ses deux alliés qui étaient le royaume du Congo et du royaume d'Éthiopie. Avant l'avènement de l'État libre du Congo, c'est le 12 septembre 1876 que grâce à différents explorateurs européens, que le roi Léopold II va essayer de légitimer la colonisation de l'Afrique en la cartographiant, avec ce qui fut appelé l'Association internationale africaine, qui avait aussi comme objectif d'apporter la civilisation. Il va notamment charger Stanley de faire une seconde exploration du Congo, car la première qu'il avait entreprise était liée à la perte de Livingstone, qui fut le premier missionnaire à s'engager au sein de l'Afrique, et durant la première expédition de Stanley, il a découvert les conditions terribles des Africains et de leur mauvais traitement de la part des Arabes durant la traite esclavagiste barbaresque. Plus de 500 traités vont être signés avec les peuples des tribus du territoire du Congo et par la suite, les documents signés vont être présentés aux différents participants du Congrès de Berlin. Le Congrès de Berlin. Cette conférence fait suite à des conflits territoriaux de différents pays européens qui voulaient se partager le gâteau africain. Et pour mettre tout le monde d'accord, Bismarck tint une conférence à Berlin. C'est à la date du 26 février 1885 que le roi Léopold II reçut le Congo qu'il baptisa l'État indépendant du Congo et qui deviendra son domaine personnel. Pourtant, c'est l'Association internationale du Congo, ou AIC, qui aura sa souveraineté reconnue sur le territoire du Congo actuel par les puissances de la conférence de Berlin. Comment était la vie des Congolais durant cette période? Le roi Léopold II ne fut pas responsable de ce qui s'est passé là-bas comme atrocité, car c'était les actionnaires qui étaient présents là-bas. Et concernant les mains coupées, c'était de la faute de la force publique. Le roi Léopold II a permis la fin de l'esclavage. Tous les gauchistes qui racontent qu'il a tué des millions de personnes, c'est totalement faux, car l'on ne connaissait pas bien le chiffre de la population du Congo de l'époque. Selon Jean Stengers, les mains coupées ne furent pas un châtiment, mais le signe d'un ennemi mort, preuve que le soldat en question n'avait pas gaspillé ses munitions pour tuer du gibier. Mais il pouvait arriver, malheureusement, que les soldats mutilèrent une personne vivante. L'horreur vint avec les expéditions de caoutchouc. Comment était la vie des Congolais durant cette période? Et je ne vais pas répéter à chaque fois le titre. L'EIC, ou l'État indépendant du Congo, en fait, c'est le successeur de l'Association internationale du Congo et était en fait une entité administrative à part entière s'occupant du Congo, et c'est l'EIC qui fut responsable des violences commises lors de l'exploitation du caoutchouc par Léopold II. En passant, il n'a jamais été au Congo. Léopold II était un souverain absolu au sein du Congo belge, pourtant l'EIC avait des contre-pouvoirs européens, mais aussi africains. Le roi Léopold II n'a eu qu'un contrôle partiel sur les politiques de l'EIC. Il est intéressant de noter ceci dans le document intitulé L'État indépendant du Congo et Léopold II, 1876 à 1906, étude sur le paradoxe de la gouvernance léopoldienne, où l'on peut lire ceci, je cite:
La maturité du régime léopoldien entre 1898 et 1902 favorise en réalité une absence relative du roi dans la gestion des dossiers. Par conséquent, Léopold II est plus que jamais tributaire de l'administration qui possède des intérêts propres et une certaine autonomie. Donc, durant ces années-là, l'administration coloniale était responsable des gaffes. Le gouvernement central du Congo avait à sa tête un gouverneur général et un passage du document est très intéressant. Je cite: Dès lors, le gouverneur n'aura jamais un contrôle parfait sur l'administration territoriale et cette dernière dispose par conséquent d'une autonomie. Même le gouverneur n'avait pas de contrôle sur l'administration territoriale, tout comme le roi. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, dès le début, les administrations liées au Congo et le roi lui-même vont essayer de créer un état de droit, comme le dit ce passage. Je cite: Il faut d'emblée préciser que le processus de la violence de masse ne s'est pas développé à partir d'une volonté explicite du gouvernement bicéphale. Au contraire, les collaborateurs de Léopold II cherchent dès le début à construire un état de droit à partir notamment du pouvoir judiciaire, à la fois dans une perspective d'affirmation de la souveraineté de l'EIC et de rétablissement d'une normativité répondant aux standards européens. Le roi Léopold II a dû s'endetter pour financer l'EIC. Et donc le gouvernement belge va avoir l'idée d'exploiter le caoutchouc. Et malheureusement, comme dans toute exploitation, il y a eu des abus. Contrairement au discours gauchiste seulement, qu'un tiers du territoire était riche en caoutchouc et ces régions n'ont pas été exploitées de la même manière ni au même moment. Ce sont les directeurs de sociétés et les hauts fonctionnaires coloniaux qui furent responsables de ces atrocités. Le problème, ce fut cette absence de contrôle de la part de l'administration, en plus de l'isolement et les conditions de vie souvent compliquées. Il n'y a pas eu de régulation. Voici un exemple intéressant de Belges qui furent des barbares à l'époque, profitant de l'isolement de la colonie. Voici le passage, je cite: Les responsables de district, libérés du carcan de la société bourgeoise, ont la faculté de se comporter comme des autocrates, définissant par là même la notion du bien et pouvant, par conséquent, exclure un groupe de l'humanité. Le gouvernement central du Congo regardait la production de caoutchouc et considérait la répression comme étant légitime car il considérait que ces gens-là commettaient des actes de rébellion ou étaient réfractaires. Le personnel des sociétés concessionnaires faisait lui aussi beaucoup d'abus. Le roi était très en colère contre cet état de fait abominable et comme le dit le passage suivant, il a montré son mécontentement. Je cite: Devant les scandales, Léopold II se montre à plusieurs reprises indigné et en colère, agissant par le biais extraordinaire d'une lettre au royal en 1897. Le roi réclame l'établissement d'un État modèle en 1899-1900. Comme punition, le roi Léopold II va restreindre le pouvoir arbitraire des fonctionnaires et des agents commerciaux. Le Congo après Léopold II, la cession du territoire. Le roi va envoyer une commission d'enquête contre l'EIC le 23 juillet 1904. C'est le 16 octobre 1908 qu'une loi fut votée concernant le Congo belge et c'est le 15 novembre que le Congo fut officiellement cédé à la Belgique. Dans cette entreprise coloniale, le roi Léopold II n'a pas cherché à s'enrichir, au contraire, la Belgique a reçu en retour une partie de la somme que celle-ci lui avait léguée au départ pour son action coloniale. L'EIC n'a pas commis de génocide de 10 millions de personnes comme certains gauchistes le prétendent, car il n'y avait pas de volonté d'extermination, même si certains fonctionnaires avaient cette volonté-là. À cette époque-là, il y avait des épidémies vénériennes causant une forte dénatalité. Certains agents et les populations locales ont pu rationaliser certaines ressources pour survivre ensemble. Climat hostile oblige. Quels ont été les financements du roi Léopold II pour devenir le roi bâtisseur? Selon la RTBF, je cite: Son sens des affaires, ses talents de manager et de promoteur immobilier l'ont aidé à accumuler d'énormes fortunes. Mais pour lui, l'argent n'avait aucune valeur en soi. Il lui fallait le convertir en monument, en œuvre urbaine, pour embellir son pays. Ce n'est pas le Congo qui l'a enrichi, ce sont ses talents, comme l'article de la RTBF, qui au passage n'est pas le journal le plus de droite de l'histoire, le stipule bien. C'est l'EIC qui a énormément pillé le Congo. Le Congo belge durant la Première Guerre mondiale. Le Congo n'a participé qu'à la Première Guerre mondiale que jusqu'en 1917, car la menace allemande fut-elle plutôt rapidement expulsée d'Afrique. Le roi Albert Ier était très critique du Congo quand il a été là-bas en tant que prince en 1909, considérant que, je cite, que la qualité des chemins au Katanga était meilleure qu'en Rhodésie.
Imposé, comme vous le savez, par l'EIC, il s'offusqua cependant du manque d'hygiène et que rien comme moyen n'a été mis en œuvre pour la santé aussi. Il voulait une coopération avec les Congolais, avec un bon salaire. Même si les Anglais et les Belges furent alliés durant la Première Guerre mondiale, les Britanniques voulaient s'accaparer le Katanga, riche en minéraux. L'Allemagne, elle aussi, était très envieuse des richesses du Congo. Elle possédait des territoires en Afrique comme le Togo, la Namibie, Afrique occidentale allemande, le Cameroun, l'Afrique orientale allemande, connue aussi sous le nom de Burundi, Rwanda et Tanzanie. C'est grâce à des initiatives locales et des escarmouches que la guerre se fera. Au début de la guerre, même si le Congo belge voudra rester neutre, c'est à cause d'attaques de la part des Allemands sur le lac Tanganyika qui va le précipiter dans le conflit. La force publique comptait 400 officiers européens et 16 000 soldats africains, et il y avait aussi beaucoup de Scandinaves. Contrairement à ce que les gauchistes disent, les soldats que comptait la force publique étaient des volontaires et où les chefs, qu'est-ce que je raconte où il y pouvait aussi arriver que les chefs des tribus africaines procédaient à un tirage au sort, même si ceux-ci ne le faisaient pas car ils préféraient plutôt envoyer des personnes de leur tribu jugées indésirables au front. Sur le front de l'Isère en Belgique, il n'y eut que 32 Congolais envoyés, ce qui n'est pas beaucoup. Les gauchistes expliquant pour justifier le métissage que les Congolais ont beaucoup participé au conflit. L'explication serait que les Blancs ne voulaient pas que trop de Noirs soient témoins que les Blancs s'écharpèrent entre eux pour ne pas détruire le rêve colonial. Il y aurait eu 40 000 porteurs mobilisés durant la guerre et 26 000 recrutés précédemment. Cependant, la majorité du théâtre des opérations se déroulait en Afrique, les porteurs n'étant pas des soldats et donc ayant participé à la guerre de façon indirecte. Cependant, le front africain n'a pas causé autant de morts que le front européen. Selon l'article Kern intitulé, je cite, le soldat congolais durant la grande dans la fatigue. Selon l'article Kern intitulé le soldat congolais dans la Grande Guerre, un oublié, je cite, 145 officiers européens, 1895 soldats congolais, 7124 porteurs militaires statuaires et, au bas mot, 20 000 porteurs auxiliaires, sans compter les femmes qui accompagnaient les troupes, les Belges étant 41 000 à mourir, donc beaucoup plus, le Congo et l'Afrique étant de tellement vastes étendues de territoire que les soldats au Congo ne prenaient que des postes stratégiques. La Société des Nations conféra, après la guerre, un mandat sur le Rwanda et l'Urundi. La plupart des armes et des munitions de la guerre en Europe provenaient de matières premières comme le cuivre qui fut extrait du Congo. Le Congo belge durant la Seconde Guerre mondiale. Durant la Seconde Guerre mondiale, Pierre Rijksman alla choisir le parti des Alliés plutôt que de prendre parti pour Léopold III. Churchill va faire appel au Congo belge pour faire face à une contre-offensive de l'Italie qui s'est déroulée en Somalie britannique. Comme durant la Première Guerre mondiale, tous les officiers de la force publique sont blancs et la majorité des soldats sont noirs. Concernant le bilan de la campagne, il n'y eut que 4 soldats belges morts et 6 blessés graves contre 42 morts africains et 5 disparus. 193 soldats sont morts de maladies ou d'aggravation de blessures. Concernant les porteurs, 274 d'entre eux sont morts et 2328 sont morts soit de fatigue, soit de maladie. 3380 soldats congolais furent mobilisés. À ce que je sache, d'après mes recherches, aucun soldat congolais n'a été ni est mort sur le sol belge durant la Seconde Guerre mondiale. 12 100 Belges sont morts durant tout le conflit, soit beaucoup plus que les Congolais, selon Wikipédia. L'après-guerre et l'indépendance. C'est en 1958 qu'un mouvement nationaliste congolais réclamant l'indépendance va faire surface. Son patron était Patrice Lumumba et le nom de son mouvement était le Mouvement national congolais. À cause de celui-ci, de violentes émeutes éclatèrent et puis le Congo allait entrer de plus en plus vers le chaos généralisé. Le roi Baudouin et le gouvernement belge essayèrent le plus possible d'appeler au calme et d'amener le pays à l'indépendance. Dans le Congo nouvellement indépendant, Joseph Kasavubu devint président tandis que Patrice Lumumba devint Premier ministre. Cependant, cette situation ne va pas durer très longtemps. Les ressortissants belges quittèrent très rapidement le territoire, tandis que le Katanga fit sécession avec comme leader Moïse Tshombe
Joseph Mobutu, profitant du chaos, fit un coup d'État avec l'aide de la CIA. L'après-guerre et l'indépendance. Lumumba était un communiste. Il a notamment reçu du soutien soviétique pour faire face à la sécession de la riche province du Katanga. Patrice Lumumba fut envoyé au Katanga chez ses ennemis où il fut assassiné. La tyrannie de Mobutu. Lorsqu'il eut pleinement les rênes du pouvoir en novembre 1965, Mobutu voulut effacer les humiliations récentes que j'ai mentionnées précédemment, et en plus de cela, à cause du chaos, l'ONU avait été aux manettes du pouvoir pendant quelque temps. Mobutu décida de changer le nom du pays en Zaïre, mais à part ça, des mesures vont être prises qui vont continuer de précipiter le pays dans la ruine. L'économie était même tenue par des créanciers et donc ceux-ci exerçaient aussi un pouvoir sur le pays. D'un côté, il corrompit les forces armées, leur promettant de grosses sommes d'argent, et les élites politiques aussi étaient corrompues, avec notamment certains privilèges alloués. Son régime avait toutes les caractéristiques d'une dictature. Par exemple, tous les Congolais dans la société devaient adhérer à son mouvement, le mouvement populaire de la Révolution. La tyrannie de Mobutu. Son idéologie fut celle de l'authenticité, qui fut anticoloniale et qui mit en avant le passé culturel africain. Les USA étaient un soutien inconditionnel du régime, de même que la France, qui cherchait à avoir de bonnes relations économiques avec l'Afrique centrale. Mobutu permit à de grosses multinationales, grâce à des contrats très lucratifs, de pouvoir exploiter massivement le territoire riche en ressources, mais ce ne sont seulement les copains du président faisant partie du cercle de celui-ci qui bénéficièrent des revenus. Pourtant, dans les années 80, déjà dû à l'instabilité économique et à l'instabilité sociale et aux multiples inégalités, firent que beaucoup d'investisseurs se désengagèrent du Congo. La tyrannie de Mobutu. C'est à la chute du communisme international, qui fut représenté notamment par l'URSS, que les démocraties occidentales exigèrent que Mobutu fît des réformes. Au niveau de son régime, ce qu'il dit vouloir faire dans un discours en 1990, pourtant beaucoup de Congolais soupçonnaient que ce fut une manœuvre politique. Il arriva à conserver toujours la majorité des pouvoirs. C'est à partir de 1996 qu'une révolte va avoir lieu, dirigée par Laurent Désiré Kabila, soutenu par l'Ouganda et le Rwanda, qui précipita le Congo vers l'instabilité, mais l'armée de Mobutu fut impuissante vu la corruption de celle-ci et de son manque de moyens. C'est officiellement en mai 1997 que Mobutu sera destitué et il mourut quelques mois plus tard au Maroc, totalement isolé de la scène internationale. L'instabilité congolaise. Après la fin de la tyrannie de Mobutu, une guerre civile éclata, qui dura de juin à octobre 1997. Par la suite, le leader de la révolte, Kabila, va gouverner de 1997 à 2001. Et puis ce sera son fils qui sera au pouvoir, et puis en 2019, il sera battu aux élections par Félix Tshisekedi. Le bilan de la colonisation et de l'indépendance. Avant l'indépendance, selon le livre de Jared Taylor, Si nous ne faisons rien, à la page 159, je cite, les Belges avaient érigé de solides infrastructures et un large réseau d'écoles élémentaires. C'est de la faute des Congolais si l'indépendance fut si catastrophique, car après les émeutes de 1959, les Belges voulaient une période transitoire de 4 ans avant l'indépendance. Pourtant, les Congolais voulaient directement l'indépendance, même s'il est vrai qu'en 1960, le Congo belge n'avait que 30 diplômés universitaires, et c'est pas très sérieux, car pour que l'indépendance advienne, il était nécessaire d'avoir des élites. À la page 160 du livre de Jared Taylor, je cite, des soldats noirs se révoltèrent contre leurs officiers blancs, saccagèrent tout, frappèrent et violèrent les blancs, particulièrement les prêtres et les sœurs, des milliers de blancs fouillèrent le pays, les Belges demandèrent à Lumumba d'utiliser la force pour sauver les blancs encore sur place. Et figurez-vous ce qu'il s'est passé, il a refusé, résultat, cela a précipité le Congo vers l'abysse. Le bilan de la colonisation et de l'indépendance. Quand Lumumba restaura l'ordre au Kasaï, cela fut tellement barbare qu'il créa 250 000 réfugiés. Selon le site mémoire du Congo.be, avant l'indépendance du Congo, je cite, 1 682 195 enfants scolarisés, soit la quasi-totalité des enfants en âge d'études primaires. Aujourd'hui, sur le site de l'UNESCO, je cite, le taux d'achèvement de l'enseignement primaire était de 79% en 2021 pour les filles et de 86% pour les garçons. Et concernant les secondaires, je cite, cependant, les taux d'achèvement du premier cycle de l'enseignement secondaire
révèle une chute considérable, avec seulement 51,4% de filles et 63,5% de garçons. Bref, le système scolaire du Congo belge fonctionnait beaucoup mieux et il y avait beaucoup plus de gens scolarisés qu'aujourd'hui. Le bilan de la colonisation et de l'indépendance. Concernant la santé au Congo belge, nous avions entre 1949 et 1956 568 hôpitaux et dispensaires. En 1949 et en 1956, ils étaient 2268. Bref, une sacrée augmentation. Et aujourd'hui, selon Wikipédia, je cite, la fragmentation du système de santé et les situations d'urgence humanitaire complexes rendent l'accès aux services médicaux difficile pour la majorité de la population. Selon le site mémoire du Congo.be, je cite, au 31 décembre 1959, 1 473 330 Congolais salariés et payés. Niveau de vie du Congolais de 1950 à 1957. L'indice augmente de 100 à 176,1. Indice du salaire moyen du travailleur congolais de 1950 à 1958. L'indice passe de 100 à 237 pour une augmentation du coût de la vie de 20% dans le même temps. En 1958, le PIB par habitant était de 90 dollars. Il était le plus élevé d'Afrique. L'accroissement du PIB total de 1920 à 1959 est en moyenne de 4,8% par an. Celui du PIB commercialisé est de 5,9% par an, ce qui est exceptionnellement élevé. Une étude récente du Fonds monétaire international a calculé que pour rattraper le niveau de vie connu au Congo en 1959, à raison d'une croissance de 5% par an, il faudrait attendre l'année 2075, soit 115 ans après l'indépendance. Tout est dit. Concernant finalement l'agriculture, celle-ci au Congo était florissante. Près de 20 produits étaient exportés, soit 40% de la valeur des exportations, ce qui est génial pour un pays qui n'était pas encore développé. Il n'y a jamais de famine sous le Congo belge. Selon nationalgeographic.fr, je cite, la République démocratique du Congo est l'un des pays, est le pays, et si pas l'un des pays, qu'est-ce que je raconte? J'ai fait une faute. La République démocratique du Congo est l'un des pays les plus touchés par la famine dans le monde, selon la Banque mondiale. La RDC comptait en 1960 15,28 millions d'habitants et aujourd'hui, elle en compte 109 millions d'habitants, soit multiplié par 7. En fait, c'est grâce aux différents vaccins développés par les Belges à l'époque et les différents hôpitaux qui ont permis que la population puisse tellement se développer. Conclusion. Il est facile et particulièrement abject de critiquer un seul homme alors que les gauchistes qui sont des attardés mentaux ne savent pas faire la part des choses et de nuancer leurs propos alors que malgré qu'ils nient que le fascisme est de gauche, de même que pour le communisme qui au passage était extrêmement meurtrier, et je dirais aux gauchistes de balayer devant votre porte avant de balayer devant la porte des autres. La colonisation du Congo fut une énorme erreur, et si je pouvais annuler certains événements, ce sera l'un des premiers que j'annulerais. Les Congolais aujourd'hui nous crachent à la figure, et concernant certains catholiques, qui pourraient me dire que c'est grâce à l'évangélisation qu'autant de Congolais sont catholiques, c'est très bien. Mais cependant, j'aimerais ajouter qu'étant donné que Dieu nous a donné le libre arbitre, ce sont les gens qui doivent se diriger vers la foi et pas la foi vers eux, car de toute façon, cela implique une colonisation pour arriver à cette fin. Et de toute façon, même s'ils sont catholiques, ils expriment beaucoup de ressentiment à l'égard des Belges autochtones. Pour enterrer l'âge de guerre, il faudrait que les Congolais s'excusent pour le commerce intra-africain qui concerna l'Afrique noire et qui permit la déportation de 14 millions de leurs compatriotes africains vendus soit aux Arabes ou aux Blancs. Comme quoi la corruption à l'africaine ne date pas d'aujourd'hui. Comme l'explique très bien Olivier Pétré-Grenouillot, et nous pourrons nous excuser pour les débordements qu'il a pu y avoir au Congo, et comme cela, nous serons en paix. Mais c'est hypocrite que de le faire que dans un seul sens, et c'est faire preuve de malhonnêteté. Et au passage, les Arabes, avec leur commerce arabo-musulman, n'ont absolument rien apporté au Congo. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu protège, que Dieu sauve la Belgique, que Dieu sauve l'Occident. Et en tout cas, vive le Christ roi.